Il y a des sacrifices que personne ne voit. Pas les voisins. Pas les amis. Pas même celui pour qui on les fait. Des sacrifices silencieux. Faits dans le noir. Sans témoin. Sans applaudissements. Sans merci. Mariam en connaissait beaucoup. Mais celui qu'elle allait faire cette nuit-là, c'était le dernier qui lui restait. 10 ans avaient passé depuis la nuit de la promesse. Connie avait grandi. Il n'était plus le petit garçon aux bras en croix sur la natte. Il était maintenant un jeune homme de 18 ans, grand, mince, avec des épaules qui commençaient à porter le poids des responsabilités sans qu'il s'en rende compte encore. Il avait changé physiquement. Mais quelque chose dans ses yeux était resté exactement pareil. Ce regard sérieux. Cette façon d'observer le monde comme s'il cherchait à le comprendre avant de l'affronter. Mariam, elle, avait vieilli. Pas beaucoup. Mais les années de lever à 4 heures du matin laissent des traces que le repos ne peut pas effacer. Quelques fils blancs dans les cheveux sous le foulard. Des rides légères au coin des yeux. Des mains encore plus calleuses qu'avant. Mais le sourire était intact. Toujours le même sourire. Celui qu'elle réservait à son fils. En cette année-là, Connie préparait son baccalauréat. L'examen de toute une vie. L'examen de tous leurs sacrifices. L'examen qui allait soit ouvrir une porte immense devant lui, soit la refermer pour longtemps. Et il restait une semaine. C'était un mardi matin. Connie rentra de l'école avec un visage que Mariam connaissait bien. Ce visage-là voulait dire que quelque chose n'allait pas. Pas une mauvaise note. Pas une dispute avec un camarade. Quelque chose de plus sérieux. Il posa son sac. S'assit sur le banc en bois. Ne dit rien pendant 1 minute. Mariam continua de remuer la sauce dans la marmite sans le presser. Elle savait que les choses importantes demandent du temps. Pour sortir, il manque de l'argent pour l'inscription finale au bac. Mariam posa sa cuillère en bois. Se retourna lentement vers lui. Il baissa la tête. 22 000 francs. 22 000 francs. C'était une somme immense pour eux. Une somme qui représentait presque 2 semaines de travail complet pour Mariam. Une somme qu'elle n'avait pas. Qu'elle n'avait jamais eu d'un seul coup comme ça. Quand c'est pour le dernier? Vendredi. 3 jours. Elle hocha la tête lentement. Reprit sa cuillère. Continua de remuer la sauce comme si rien ne s'était passé. Ne t'inquiète pas, dit-elle. Je vais trouver. Connie leva les yeux vers elle. Maman, je ne veux pas que tu. J'ai dit je vais trouver. Sa voix était calme. Ferme. Sans colère. Juste certaine. Connie la regarda longtemps. Il voulait poser des questions. Lui demander comment. Lui demander où. Lui dire que ce n'était pas grave, qu'il pouvait reporter, qu'il pouvait trouver une autre solution. Mais quelque chose dans le dos de sa mère, cette façon qu'elle avait de se tenir droite même quand tout pesait lui dit de se taire. Il s'éleva. Alla dans le coin. Reprit ses cahiers. Et étudia. Parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour elle. Cette nuit-là, après que Connie se fut endormie, Mariam sortit la boîte en métal rouillé qu'elle cachait sous le lit. La boîte de toutes les économies. Elle l'ouvrit sur la table. Étala tout le contenu sous la lumière de la lampe à pétrole. Des billets froissés de toutes les tailles. Quelques pièces. Un billet plié en 4 qu'elle avait mis de côté il y a 6 mois pour une urgence. Elle compta, recompta une 3e fois comme si les chiffres allaient changer entre 2 comptages. 8 300 francs. Elle avait 8 300 francs. Il lui en manquait 13 700. Elle posa les billets. Sur la table. Croisa les bras. Regarda le plafond en terre une longue minute. 13 700 francs en 3 jours. Elle parcourut mentalement toutes les options possibles. Demander aux voisins? Elle avait déjà emprunté 2 fois cette année. Elle ne pouvait pas. Aller voir la tontine du quartier? La prochaine distribution n'était que dans 10 jours. Trop tard. Travailler plus? Elle travaillait déjà du lever au coucher du soleil. Il n'y avait pas d'heures supplémentaires à trouver. Vendre quelque chose? Elle s'arrêta sur cette pensée. Vendre quelque chose. Elle regarda lentement autour d'elle dans la petite pièce. La table. Le banc. Le lit. Non. Puis son regard tomba sur quelque chose. Sur elle-même. Ses mains. Ses poignets. Le bracelet en argent que sa mère lui avait donné le jour de son mariage. La seule chose de valeur qu'elle possédait encore. La seule chose que Moussa n'avait pas emportée quand il était parti. La seule chose qui lui restait de sa propre mère, morte il y a 7 ans. Elle resta immobile longtemps. Très longtemps. Puis elle détacha le bracelet. Le posa sur la table. Le regarda. Ce n'était pas un objet pour elle. C'était une mémoire. Un lien. Une présence. Elle ferma les yeux. Pensa à sa mère. Pensa à ce que sa mère aurait dit si elle avait été là. Et elle entendit clairement la voix dans sa tête, cette voix qu'elle n'avait pas oubliée en 7 ans. Un enfant qui réussit, c'est la plus belle chose qu'une mère peut laisser au monde. Elle rouvrit les yeux. Prit le bracelet dans sa main. Le serra fort une dernière fois. Et le posa dans sa poche. Le lendemain matin, Mariam se leva encore plus tôt que d'habitude. Avant même les 4 heures. Elle prit son bracelet. Prit son téléphone, un vieux Nokia avec un écran fissuré qu'elle avait depuis 5 ans. Le seul lien entre elle et le monde extérieur. Elle sortit discrètement.
Il y avait un bijoutier au grand marché. Un homme qu'elle connaissait de vue. Honnête, disait-on dans le quartier. Il ouvrait à 6 heures du matin. Elle attendit devant sa boutique. Debout dans la rue encore sombre. Pendant 1 heure. À 6 heures précises, le rideau métallique se leva en grinçant. Le bijoutier la vit, regarda le bracelet qu'elle lui tendait sans un mot. Il l'examina. Pesa le métal. Tourna et retourna le bijou entre ses doigts épais. 10 000, dit-il. Mariam avait espéré plus. Beaucoup plus. Ce bracelet valait bien plus que 10 000. Mais elle n'avait pas le temps de chercher ailleurs. Elle n'avait pas l'énergie de marchander aujourd'hui. 15 000, dit-elle quand même. 12. Elle réfléchit une seconde. D'accord. Il lui compta les billets. Les posa dans sa main. Elle les prit sans les regarder. Et repartit sans se retourner. Parce que si elle se retournait pour regarder le bracelet une dernière fois dans la main du bijoutier, elle allait pleurer. Et elle n'avait pas le temps de pleurer. Avec les 12 000 du bracelet et ses 8 300 d'économie, elle avait 20 300 francs. Il lui manquait encore 1 700 francs. Elle fit le chemin du retour en calculant. 1 700 francs. Une idée lui vint. Elle s'arrêta dans la rue. Sortit son vieux Nokia de sa poche. Le regarda. Ce téléphone. Son seul lien avec Koné quand il était à l'école. La seule façon qu'elle avait de l'appeler en cas d'urgence. De le prévenir si elle rentrait tard. Elle pensa à la boutique de rachat d'appareils près du marché. Il rachèterait ce téléphone peut-être 2 000 francs. Peut-être 3 000 si elle négociait bien. 1 700 francs. Ce n'était rien. Et pourtant, sans téléphone, comment appellerait-elle Koné? Sans téléphone, comment lui dirait-elle si quelque chose arrivait? Sans téléphone, comment resterait-elle en lien avec le monde? Elle resta immobile dans la rue une longue minute. Des gens passaient autour d'elle. Personne ne la regardait. Personne ne savait ce qui se passait dans la tête de cette femme au foulard rouge et jaune, debout au milieu du chemin, qui tenait un vieux Nokia fissuré comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Elle pensa à Koné. Elle pensa à l'examen. Elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite à elle-même le jour où il était né. Lui donner toutes les chances. Toutes. Même celles qu'elle n'avait pas eues. Elle entra dans la boutique de rachat. Ressortit avec 2 500 francs. Ce soir-là, quand Koné rentra, Mariam avait préparé un repas un peu meilleur que d'habitude. Du poulet avec du riz. Elle avait pris sur l'argent pour ça. Parce que les grandes nuits méritent un bon repas. Regarda l'assiette. Leva les yeux vers sa mère avec une expression de surprise. Du poulet? Tu as un examen qui arrive, dit-elle simplement. Après le repas, elle posa sur la table l'enveloppe avec les 22 800 francs dedans. Ton inscription, dit-elle. Koné regarda l'enveloppe. Regarda sa mère. Regarda ses mains. Chercha le bracelet au poignet. Il n'était plus là. Quelque chose passa dans ses yeux. Une question. Une douleur qui commençait à se former. Maman, le bracelet de grand-mère. Ne t'inquiète pas, l'interrompit-elle doucement. J'ai trouvé l'argent. C'est tout ce qui compte. Mais comment tu? Elle le regarda avec cette expression qu'elle avait quand la conversation était terminée. Pas de colère. Juste une certitude absolue. Prends l'argent. Paie ton inscription demain matin. Et passe ton examen. Il baissa les yeux sur l'enveloppe. Il savait. Il ne savait pas exactement. Mais il savait. Il tendit la main vers l'enveloppe, comme si c'était quelque chose de fragile. Je te rembourserai tout, maman, dit-il. La voix serrée, ce sourire-là. Celui qu'elle réservait à lui. Je sais, dit-elle. Maintenant dors. Tu as un examen à préparer. Et Mariam, elle, resta assise seule à la table longtemps après. Son poignet nu sous la lumière de la lampe. Elle passa doucement ses doigts à l'endroit où le bracelet était depuis 30 ans. Ferma les yeux. Murmura quelque chose pour sa mère. Puis éteignit la lampe. Le vendredi matin, Koné se leva à 5 heures. Il n'avait pas beaucoup dormi. Pas par peur. Par une sorte d'électricité dans le corps qui empêche le vrai sommeil la nuit avant les grandes choses. Mariam était déjà debout. Bien sûr. Elle avait préparé du café chaud et des beignets. Les beignets qu'il aimait depuis enfant. Ronds, frits dans l'huile chaude, saupoudrés de sucre. Il mangeait. Elle le regarda manger. Ils ne parlèrent presque pas. Pas besoin. Avant qu'il parte, elle lui tendit quelque chose. Un petit bout de papier plié en 4. C'est quoi? Demanda-t-il. Ouvre quand tu t'assois dans la salle, dit-elle. Pas avant. Il prit le papier. Le glissa dans la poche de sa chemise blanche, contre sa poitrine. Il sortit. Elle le regarda partir jusqu'au coin de la rue. Puis rentra. Et attendit. La salle d'examen sentait le papier frais et la craie. Des dizaines de tables alignées. Des dizaines de jeunes qui s'installaient, qui posaient leurs stylos, qui soufflaient fort pour calmer leur cœur. Koné trouva sa place. S'assit. Sortit le petit bout de papier de sa poche. Le déplia. L'écriture de sa mère. Maladroite mais appliquée. Elle qui avait appris à écrire tardivement, qui traçait chaque lettre comme si chaque lettre comptait. 3 lignes seulement. Mon fils. Dans cette salle, tu n'es pas seul.
J'ai marché à côté de toi jusqu'ici. Je marcherai à côté de toi jusqu'à la fin. Tu sais tout ce qu'il faut savoir. Maintenant montre-leur. Ta maman qui t'aime. Koné relut les 3 lignes. 1 fois. 2 fois. Il plia le papier soigneusement. Le remit dans sa poche. Prit son stylo. Et quand les feuilles d'examen furent distribuées, il n'hésita pas une seule seconde. Il écrivit. Il écrivit pour les 4 heures du matin. Il écrivit pour le bracelet vendu. Il écrivit pour le téléphone donné. Il écrivit pour tous les repas où sa mère avait gardé la petite part. Il écrivit pour la promesse. Il écrivit pendant 4 heures sans s'arrêter. Les résultats tombèrent 3 semaines plus tard. Sur un grand panneau d'affichage devant le lycée. Koné y alla seul. Il avait demandé à sa mère de rester à la maison. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il voulait porter le résultat seul d'abord. Qu'il soit bon ou mauvais. La foule devant le panneau était dense. Des jeunes, des parents, des voisins. Tout le monde cherchait son nom dans les colonnes serrées des listes. Son nom commençait par un C. Il y avait plusieurs Koné. Il chercha son prénom. Khan Amadou. Non. Khan Ibrahima. Non. Khan Musa. Non. Khan. Il s'arrêta. Son doigt pointait un O. Koné Sédou admis, mention bien. Le monde s'arrêta une seconde. Puis tout recommença en même temps. Son cœur qui tape fort. Ses genoux qui fléchissent légèrement. Une chaleur dans les yeux qu'il reconnut pour ce que c'était. Des larmes. Mais pas des larmes tristes. Les larmes des choses qui méritaient d'arriver et qui arrivent enfin. Il mit sa main sur sa bouche. Regarda le nom encore une fois pour être sûr. Khan Seydou. C'était lui. C'était vraiment lui. Il se retourna. Et courut. Il courut tout le chemin jusqu'à la maison. 5 minutes de course. La chemise trempée. Le souffle coupé. Les pieds qui martèlent la terre rouge du quartier. Il poussa le portail. Traversa la cour. Mariam était assise dehors devant la maison à éplucher des légumes. Elle leva les yeux quand elle l'entendit courir. Elle vit son visage. Elle n'eut pas besoin d'entendre les mots. Elle vit juste son visage. Et elle sut. Elle posa son bol. Se leva lentement. Comme au ralenti. Koné la rejoignit. La prit dans ses bras. La souleva presque du sol. Admis Maman. Mention bien. Elle ferma les yeux. Posa ses 2 mains sur son dos. Et laissa sortir quelque chose qu'elle avait retenu depuis 18 ans. Pas seulement depuis l'inscription. Pas seulement depuis le bracelet. Depuis le premier matin à 4 heures. Depuis la première bassine de linge des voisins. Depuis le premier soir où elle avait mangé trop peu pour qu'il mange assez. Elle pleura. Un vrai pleur. Profound. Liberator. Le pleur de quelqu'un qui avait porté un poids très lourd très longtemps et qui venait de pouvoir le poser. Koné pleurait aussi. Ses larmes dans le cou de sa mère. Sa mère dans ses bras. Le soleil de fin d'après-midi sur eux 2 dans la cour en terre. Les voisins sortirent. L'un après l'autre. Ils regardèrent. Certains sourirent sans savoir exactement pourquoi mais en comprenant que quelque chose de bien venait d'arriver. Il a réussi, dit Mariam à voix haute pour tout le quartier. Mon fils a réussi. Des applaudissements clairsemés. Des youyous d'une vieille voisine. Koné rit dans les larmes. C'est grâce à toi, maman. Non, dit-elle en reculant pour le regarder dans les yeux. Elle essuyait ses larmes d'une main mais en souriant. C'est grâce à toi. Toi seul. Moi j'ai juste été là. Il secoua la tête. Tu as été tout. Elle le regarda longtemps. Son fils. Son grand-fils. 18 ans. Mention bien. Le monde devant lui. Tu pars en ville bientôt, dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Oui, dit-il. Mais je reviendrai. Elle sourit. Ce sourire-là encore. Je sais, dit-elle. Koné avait réussi son baccalauréat. Mention bien. Le sacrifice du bracelet avait servi. Le sacrifice du téléphone avait servi. Les 4 heures du matin avaient servi. Et maintenant la grande ville l'attendait. Avec ses lumières. Ses opportunités. Ses tentations. Ses pièges. Mariam le regarda préparer son petit sac le matin du départ. Elle lui donna sa bénédiction. Elle lui mit sa main sur la tête. Elle lui dit de manger. De ne pas oublier de prier. De ne pas oublier d'où il venait. Il promit. Et ils partirent. Avec son bac en poche. Avec la promesse dans le cœur. Avec le nom de sa mère sur les lèvres. Mais la grande ville change souvent les gens. Pas tout de suite. Pas en un jour. Dousement. Silencieusement. Comme l'eau qui ronge la pierre. La suite dans l'épisode 3. Abonne-toi. Active law cloche. Tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite.